Alors, bonsoir à toutes et à tous. Comme toujours, vous savez que ces rencontres sont interactives. Vous pouvez poser des questions à l'auteur ce soir en la personne de Cataline Dorian Florescu. Il suffit d'aller dans participants ou réactions, une petite main s'agite et je vous donne la parole le moment venu. Sinon, vous avez aussi le chat pour discuter entre vous et pour poser des questions également. Et je vois qu'Olympia est bien là. Ok, c'est noté. Merci Gabriel. Donc vous pouvez aussi poser des Oui. questions via le chat. Voilà. Anthony, Oui, on n'a même pas commencé et tu m'as déjà fait portugais. pourquoi? Tu as dit florescu, ça serait quelque chose Ah, de très portugais. En effet, c'est pas la première fois, on dit floresco. Floresco. Florescu. Très Une bien, belle chose. parfait. Pourquoi pas portugais, hein? Il y a Pessoa, un des grands poètes que j'aime beaucoup et qui m'a inspiré. Pourquoi pas être compatriote de Pessoa? Mais Très bien. c'est la Roumanie. Et on dit bien Cataline et Dorian. C'est On bon? dit en effet en roumain, on dit avec un A, clos, on dit Cătălin. On a Cataline. des vocables qui sont au-delà du latin. Ce sont des vocables typiques roumains, comme on a aussi des vocables comme ch et ts qui viennent du turc. Parce que la Roumanie était pendant beaucoup de temps sous l'influence turque. Pas occupée par les Turcs, mais sur l'influence ottomane. Très bien. Donc, très Alors, riche. c'est noté. Allez, on y va alors. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 352e rencontre Vlil. Et ce soir, avec Cutteline, Dorian Florescu, pour votre roman L'homme qui apporte le bonheur aux éditions des Syrtes, que vous voyez ici, que vous avez vu un petit peu passer, qui est traduit par Elisabeth Land. On parlera aussi peut-être de la traduction tout à l'heure, la brillante traduction, qui a fait un travail remarquable. On en parlera peut-être ensemble si vous êtes intervenu dans cette traduction ou pas. On verra, puisque vous êtes, on va dire, bilingue en français, clairement. Vous faites cette rencontre en français et on est ravis, Cataline, que ce soit le cas, pour aller peut-être encore plus loin dans les explications de ce texte-là. Alors, on va déjà faire un bref retour sur qui vous êtes finalement, Cataline, puisqu'on connaît peu de choses sur vous en France. Vous avez déjà publié deux autres romans dans d'autres maisons d'édition qui ont été traduits en France. Les autres n'ont pas encore été traduits. Vous êtes diplômé de psychologie. Vous avez travaillé à Zurich en tant que psychothérapeute auprès de toxicomanes avant de vous consacrer finalement à l'écriture à plein temps. Alors, on va débuter par là. Comment finalement on passe d'une casquette à l'autre? Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi en tant qu'écrivain? Eh bien, bonsoir. Merci d'être là le dimanche soir. Je suis un Portugais bilingue. Euh, Tu refais ma biographie. Je ne suis pas bilingue, mais j'ai appris le français à l'école communiste parce que j'ai vécu en Roumanie jusqu'à l'âge de 15 ans. Je ne pourrais pas dire que je suis bilingue, mais euh, je parle très bien. Quand j'ai bien dormi, je peux parler le français assez bien. Et je suis bien sûr les journaux français, les émissions et tout ça. Pas seulement en français, aussi en italien. J'ai eu le plaisir d'apprendre des langues étrangères quand j'étais très petit. Alors, c'est pour cela que je parle. Et je ne suis pas portugais, je suis roumain. Ça, c'est vrai. Euh, oui, je suis psychologue. J'ai travaillé comme psychologue. J'ai arrêté ça il y a 24 ans. Comme mon premier bouquin, mon premier roman qui s'appelle Wunderzeit, Le temps des miracles est sorti en langue allemande. Il faut dire que j'écris en allemand et je vis à Zurich. Euh, et je recommençais à travailler comme psychologue depuis 4 ans. Alors pendant 20 ans, j'étais écrivain, libre professionniste, je ne sais pas comment vous le dites en français. Mais depuis 4 ans, je travaille de nouveau comme psychologue. Toutes les deux, ce sont des choses très importantes dans ma vie qui m'ont marqué. Alors la demande, Anthony, était? La demande était comment ces deux professions finalement se lient l'une à l'autre. On imagine un psychologue être beaucoup plus juste dans les émotions humaines, dans la gestion des personnages, dans la psychologie de ces derniers. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose en plus, notamment pour l'homme qui apporte le bonheur, mais de manière plus générale? Je trouve que ces deux métiers sont intrinsèquement liés. Ils le sont, ils ne le sont pas.
Quand un client arrive chez moi, il vient avec une narration qui beaucoup de fois est très négative sur sa vie, sur son passé. Et c'est là qu'il faut travailler. Il faut trouver une narration positive, une narration qui donne du sens à sa vie. Quelquefois, ça déjà, c'est beaucoup. Regardons derrière soi à 30, 40, 50, 60 ans et voir qu'il y a eu beaucoup de choses qui lui ont permis d'avoir du sens dans la vie, même s'il y a eu des choses très, très graves. Alors, on travaille, ou moi, je travaille aussi avec beaucoup avec la narration de la personne. Et c'est la même chose quand je raconte une histoire, même si je suis plus libre, parce que là, quand je travaille avec une personne, il faut se rapporter à c'est elle, le régisseur de sa vie. Moi, je suis seulement celui qui l'accompagne et qui donne un point, qui donne un peu en mouvement dans cette direction ou dans l'autre direction. Mais c'est elle avec ses capacités, ses ressources de voir, d'avoir un autre regard sur sa vie. Mais après, quand je commence à écrire mes livres, je suis tout libre. Le champ, il est vide, il est grand. On pourrait même avoir peur. Et il faut commencer à faire cette récolte, à mettre, euh, à, à penser, c'est quoi la narration, c'est quoi l'histoire. Je suis régisseur en même temps que, que je suis chercheur, euh, car je m'implique beaucoup pour mes histoires, quelquefois pendant des années. Pour ce livre-là qui s'appelle L'homme qui apporte le bonheur, il y a eu peut-être 3 ou 4 ans. Alors oui, il y a des choses communes. Il y a euh, la, euh, l'essai de trouver une narration euh, qui soit acceptable par le client, je l'appelle client, euh, ou cliente, et de l'autre côté, une narration qui raconte un peu par un exemple, un livre, une histoire. En effet, pas seulement la vie d'une seule personne, pas seulement la vie de l'homme qui apporte le bonheur, ou de la Roumaine qui arrive à New York le 11 septembre 2001, parce que c'est ça le moment du livre où elle rencontre l'homme qui apporte le bonheur, l'Américain. Mais qui, par cet exemple-là, cette histoire-là, raconte un peu l'histoire là, de nous tous. L'histoire de l'homme qui cherche de rester en vie, qui cherche d'avoir du sens dans sa vie, qui s'enfuit devant les armées du monde, qui s'enfuit devant la famine et qui cherche une place dans le monde où elle soit euh, sicher, sûre, en sûreté. C'est ça disons, euh, le cordon ombilical, si je peux dire comme ça, je ne sais pas si on dit comme ça en français, On dans peut, le fil conducteur. qui unit tous les livres, les 7 romans que j'ai écrits. Partout, il y a des personnes en commençant par Le Temps des miracles jusqu'à L'homme qui apporte le bonheur, et puis le dernier qui s'appelle Le Tour du feu, qui est sorti en roumain. Il y a toujours des gens, il y a toujours l'homme euh, qui est pris par la chemise, par une guerre, par une armée, par une dictature, par la famine, euh, et il doit résister. Et il résiste. Tous mes héros résistent et passent par des aventures miraculeuses. Ils ont des alliés, mais ils ont aussi comment dire, quand quelqu'un est contre toi, Un adversaire. ils ont des adversaires. Et c'est ça. Ce sont tous des Ulysses dans un certain regard. Pour moi, ils sont tous des Ulysses qui arrivent à la fin du livre, arriver à Ithaca, à leur Pénélope. Alors justement, en parlant de résistance, vous avez fui avec votre famille en 82 la Roumanie pour vous installer en Suisse et peut-être que la résistance est peut-être aussi là, notamment sur le fait de d'écrire en allemand et non en roumain. C'est intéressant aussi comme question de s'interroger sur la langue dans laquelle on écrit. Vous auriez pu peut-être écrire en roumain, vous auriez pu écrire même en français, on l'entend ce soir. On a Hmm. l'impression que toutes les langues se mêlent et on parlera tout à l'heure, évidemment du mélange de populations qu'il y a dans l'homme qui apporte le bonheur, où toutes les populations sont extrêmement mêlées. C'est un melting pot ancien finalement,
Mais j'aimerais vraiment vous interroger sur cette question de la langue. Pourquoi avoir choisi d'écrire en allemand dès le début? Est-ce par acte de résistance par rapport à la Roumanie? Ah non, pas du tout. Il y a des émigrants qui ont peut-être une certaine résistance vers le pays qu'ils ont quitté, peut-être parce qu'ils ont dû ou pour se donner un motif pour avoir quitté ça. Euh, et pour ne pas sentir la douleur d'avoir quitté les terres natales, les racines. Et moi, c'était pas comme ça. Moi, je quittais la Roumanie quand j'avais 15 ans. Et en effet, je quittais pas. C'était mes parents qui ont quitté le pays avec moi. C'était pas la première fois. Je décris dans mon roman Le temps des miracles mon premier voyage, l'Odyssée, Ulysse, qui était mon père quand j'avais 9 ans, qui m'a pris dans ses bras et on a parti de la dictature parce que j'ai une maladie musculaire. Alors cette maladie musculaire a toujours été dans le communisme un motif, le seul peut-être, de pouvoir quitter le pays. Et que c'est comme ça que mon père, mon Ulysse, à ces temps-là, dans les années 70, 70, a quitté avec moi la Roumanie et on est arrivé jusqu'à New York. Moi, à 9 ans, j'étais déjà au Brooklyn, à Manhattan, et mon père travaillait, faisait des travaux assez dangereux. Et à un certain moment, il est paniqué, il m'a pris dans ses bras et on est retourné dans la dictature. Et c'est comme ça que je raconte de la perspective d'un gamin l'Odyssée avec le grand-père très aimé et la vie de la dictature. Et puis, quand j'avais 15 ans, on a refait ce voyage, mais en sortir de la Roumanie, mais pas en Amérique. Et on a pu sortir avec ma mère aussi, cette fois. Et par miracle, la Suisse ne nous disait rien du tout. C'était plutôt la France, c'était l'Allemagne, c'était les voix des radios étrangères qu'on écoutait la nuit pour avoir un peu de liberté au moins, pour écouter les messages des pays libres. Et on est arrivé en Suisse, on est resté là-bas. Mais ma liaison avec la Roumanie, comme j'ai pas pris de décision, et comme ça, il a fallu pas se dire non, la Roumanie, c'est mauvais, c'est incroyable. Non, non, elle est restée très, très euh, tendre. Et j'ai commencé à voyager en Roumanie, mes liens sont restés. Mon roumain est resté aussi très, très fort. À 15 ans, j'aurais pu oublier le roumain. Je ne l'ai fait pas. Et c'est important. Je ne savais pas que je deviendrais écrivain, mais c'était important parce que ça m'a donné la possibilité, quelques années plus tard, de retourner, de parler avec les, les survivants, je dis comme ça, du communisme à comprendre cette culture quand j'étais déjà plus mature, à retourner dans ma culture natale. Et de l'autre côté, euh, j'ai embrassé l'allemand tout de suite. En Suisse, déjà, on parle le suisse-allemand. C'est difficile d'apprendre l'allemand, mais moi, j'ai appris l'allemand. J'ai eu cet instinct très clair de parler l'allemand. Et plus tard, le suisse-allemand quand j'étais psychologue pour mes clients. Et j'ai appris l'allemand et toutes les deux, ça fait que je me dis que ça a été un très bon, j'ai eu un très bon talent à 15 ans de ne pas, et vous voyez maintenant, il me faudrait la parole en français, de ne pas renoncer à moi-même, de ne pas me dissocier à moi-même et de rester avec des racines dans les deux cultures. Si j'aurais oublié le roumain, ça serait fini. Je serais un touriste dans ce pays. Et si je n'aurais pas appris l'allemand, je n'aurais pas pu, je sais pas, créer avec mon talent ma littérature. Alors toutes les deux à cet état-là de 15 ans, à cet âge-là, 15, 16, 17, 18, ça a été un moment crucial. Moi, j'écris en allemand, pas parce que la nécessité de créer, d'écrire, ça vient du moment existant, de maintenant, ce moment qui existe maintenant. C'est comme, euh, euh, c'est comme une île qui émerge dans un océan à la surface. Et ce besoin est imminent et il est maintenant, et il est allemand. C'est mon public. Mon premier public, il est allemand.
Et je parle en allemand avec ma partenaire, je parle avec mes amis. C'est mon quotidien. Et en être ici en Suisse ou en Allemagne, et écrire en roumain, ça serait pour moi quelque chose de au-delà de la réalité, une nostalgie qui ferait pas du bien. Et il y a un autre motif, et là je finis. Je suis arrivé à un âge, 15 ans, quand j'avais encore la possibilité d'apprendre en allemand assez bon. Comme une veste qu'on met sur le corps, une chemise, et ça se sent très bien, non? Et je me sens bien dans cette chemise. Je peux jongler avec la langue, la poésie de mes textes. Pour moi, écrire littérature, c'est pas seulement donner une action, c'est pas écrire une action. Quand je lis cette littérature, je ferme les livres. Il y a de la poésie, il y a des choses étranges, une optique diverse, un regard divers sur le monde. C'est de la langue. C'est la première chose de la littérature, c'est la langue, c'est pas l'action. Et pour faire ça en Allemagne, en allemand, je suis venu à la limite de l'âge nécessaire. Déjà quelques années plus tard, il y a des exemples des écrivains qui sont arrivés dans des autres pays à plus âgés et ils écrivent en roumain, ils écrivent dans d'autres langues parce que c'est mieux pour eux. Il faut se sentir bien et libre. L'acte d'écrire, c'est un acte de liberté, on s'assume la liberté. Et moi, à 15 ans, je pouvais encore apprendre en allemand et m'assumer une liberté en allemand. Alors la Roumanie, vous n'écrivez pas en roumain, mais la Roumanie est partout dans votre œuvre, aussi, Oui. que ce soit dans Le Masseur aveugle ou dans d'autres livres, elle est partout et c'est vrai que c'est cette dichotomie entre l'écriture et le fait que le sujet reste quand même peu ou prou la Roumanie, c'est quand même quelque chose, on sent qu'en effet, il y a peut-être de la nostalgie ou en tout cas une attirance particulière sur un pays qui finalement est peu visible en littérature. Et c'est bien dommage parce qu'il a beaucoup à dire. Pays de nombreuses légendes, pays ornementé finalement de tant de légendes et de tant de contes et de tant d'imaginaires peut-être collectifs, de réalisme magique. On a l'impression que ce pays-là a généré bon nombre de récits et a inspiré bon nombre d'écrivains aussi. Finalement, qu'est-ce qui vous relie maintenant à la Roumanie et au travers de votre littérature, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer dans ce sillon? Qu'est-ce Je que la sais pas si Roumanie a je encore commence à dire avec la aujourd'hui? fin. Je commence avec la fin de ta demande. Je suis pas sûr de n'en avoir pas fini. Peut-être que le cercle il s'est fermé avec ce septième ou huitième roman que je viens d'écrire maintenant, que je viens de finir. Peut-être que ça se ferme. Il faut sentir ça. Il faut sentir quand il est venu le temps de changer ou même d'être tranquille, d'être muet, de ne plus dire des choses. J'ai écrit déjà sept ou huit romans sur la Roumanie. Eh bien, c'est pas seulement le regard nostalgique. Avec la nostalgie, on peut pas faire des littératures fortes. Il y a aussi un regard, un amour. Il y a un amour. Il y a une curiosité pour ce pays. Il y a, bien sûr, euh, le pulse du temps de la drame roumaine qui m'influait beaucoup et parce que j'étais parti, j'ai vécu dans la dictature seulement jusqu'à 15 ans, 1982. Mais toutes ces drames roumaines, la tragédie roumaine, ça m'influe beaucoup. C'est mon pays natal, c'est mon pays d'origine, c'est la langue. Et comme vous avez dit, c'est un pays plein de légendes avec une culture très, très vaste, une culture populaire, mais aussi, on connaît les films roumains qui sont sortis depuis 10 ans, qui sont très connus. Il y a quelques écrivains très connus. Et pour raconter, comment dire, moi je fonctionne avec, je l'ai dit déjà, il me faut pas seulement euh, une histoire forte qui raconte l'existence humaine. Et ça, j'ai trouvé en Roumanie, pas en Suisse. La Suisse m'a donné beaucoup d'autres choses, il faut le dire. Le fait qu'on est ici, on parle et que j'ai pu vivre de littérature. Mon premier public, c'est un public suisse qui a compris ces livres.
C'est ça le lien qui fait la littérature entre des cultures. Mais la Roumanie, elle me nourrit d'une autre façon, elle me donne la poésie et le drame. Et si vous voyez seulement dans ce bouquin, mais il y a dans tous mes livres la première phrase qui pour moi est très importante. La première phrase qui est très J'allais y poétique. venir. J'allais Elle y est venir. très poétique parce qu'elle donne un peu le rythme, le mouvement, la couleur du texte. Et par exemple ici, attendez, il faut voir, c'est où cette première phrase? Et Oui, d'ailleurs, est-ce que ce premier geste, parce que j'ai senti ça aussi, j'ai senti que cette première phrase, cette incipit est assez incroyable, et on sent que c'est ce qui vous donne la force de continuer le récit. On sent que vous avez commencé par cette phrase. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression que cette première phrase, vous ne pouviez pas commencer par autre chose que ce fleuve. exactement. On peut parler après pourquoi ça, comment est-ce que cette image, pendant les années de documentation, qui ont été, je pense, trois ici, comment elle m'a inspiré. Mais la première phrase est: le fleuve accueillait les morts en douceur, comme s'il avait su que ce n'étaient pas des morts comme les autres. L'East River, parfois si impétueux, déroulait dans l'aube un vaste ruban de plomb. Il était patient, il ne voulait pas s'ingérer dans les affaires des hommes. Il n'aurait plus les morts du ghetto ce jour-là, mais il en aurait d'autres. C'était quasiment certain. Alors la phrase c'est: le fleuve accueillait les morts en douceur, comme s'il avait su que ce n'étaient pas des morts comme les autres. Dans tous mes romans, dans Le Masseur aveugle, qui était traduit en français, Zahira ou Jacob se décide à aimer, c'est le titre allemand, c'est pas le titre français. Il y a ces premières phrases qui pour moi sont importantes parce que ça donne naissance au bébé. La page est vide et blanche. On pourrait avoir un excès de panique. On la regarde, comment est-ce qu'on commence? Et cette première phrase, on voit déjà le bébé qui sort. Le texte, il prend sa réalité, il a sa véridicité et il faut que je me conforme à lui. J'ai plus toutes les libertés. Si on a introduit le fleuve qui est le East River à New York, il faut pas l'oublier. Si on commence comme ça avec le fleuve qui prend les morts comme s'il savait que c'était des morts, euh, comment ça se dit, des morts, qu'est-ce que j'ai dit? Des morts pas Les comme les autres. autres. Il faut pas oublier les morts. Il faut continuer. Mais à un certain moment, le texte, il te dit de ce qu'il a besoin. Tu continues comme ça, mais après deux ou trois pages, tu te dis, attends, maintenant c'est moi le dompteur. Je veux, je veux continuer 10 ans après, ou je veux retourner en temps de 10 ans. Pour moi, écrire, c'est comme une valse, c'est comme un tango entre moi et le texte. Mais avec la première phrase, le texte, il commence à respirer et il te dit, je suis ici. Tu peux pas faire, tu n'as plus toutes les libertés. Tu peux, et il faut penser, qu'est-ce que tu veux raconter? C'est un con, parce que le fleuve, on va voir, et c'est le East River, une des deux fleuves qui passe à côté du Manhattan. Il peut être très violent. Mais moi, pendant les recherches, pendant les 3 années, et comme dans tous mes livres, j'ai comme ça des nuclés visuels qui m'accompagnent, poétiques. Et dans tous les livres, j'ai ça. Pendant les 2, 3 années, c'est comme un archipel d'îles visuelles, poétiques qui m'accompagnent et qui, après, moi, je transforme dans un texte. Je les unis, ces îles, je fais un continent. Et j'avais toujours l'idée, pendant que j'étais à New York plusieurs fois, j'étais dans les rues de New York, j'allais à pied. Une chose que pour moi, c'est difficile parce que j'ai cette maladie musculaire. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça me plaisait. Je parlais avec des gens qui ont survécu à l'11 septembre. J'étais dans des musées new-yorkais pour voir l'histoire de New York et j'avais cette image d'un hiver du 1er janvier de 1900. C'est là que l'histoire commence. Et, sur les bords du East River, où à un certain moment, les familles des émigrants, et qui étaient ça? Étaient des familles irlandaises, étaient des familles italiennes, étaient des familles juives, allemandes, qui vivaient dans le ghetto.
l'éternelle histoire de l'émigrant qui cherche un endroit où être chez soi, où pas avoir peur et pas souffrir la famine. Alors à ce moment-là, le matin tôt, il avait neigé beaucoup, il faisait très froid. Et les familles portent les petits morts, ce sont les enfants de la nuit, vers la nave, le bateau de la ville de New York qui va les emporter pour le cimetière des pauvres. Et là, il y a un garçon de 10 ans, lui aussi émigré, mais il ne sait pas qui il est. Il n'a jamais eu des parents qui voit, qui regarde tout ça. Euh, il fait très froid. Il vend des journaux, et il se dit, moi, je n'irai jamais sur ce bateau. Je vais continuer à vivre, exister. Et l'image du fleuve comment ça se dit en français? Quelque chose quand on freine. Oui, l'image du fleuve qui devient Un un- frein, qui freine un frein, comment est-ce qu'on pourrait son une sorte de barrage non, non, de l'image d'un fleuve qui, comme un être, regarde de bas en haut et devient comment ça s'appelle, quelqu'un qui qui voit tout, un voit narrateur quelque chose, omniscient, qui voit quelque chose et qui est appelé au tribunal pour raconter. Un témoin, témoin, et qui témoin. devient un témoin de la souffrance humaine dont en même temps, des allées et des rues du ghetto, il sort ses familles et il y a un pleur unique en gallois, en yiddish, en italien. Et c'est le fleuve qui se ferme pour quelques secondes et qui devient un témoin à cette souffrance humaine. Il regarde d'en bas en haut avec comme s'ils avaient des yeux pour voir comme les petits morts sont portés sur la nave. Ça c'est une idée que j'ai eue pendant 2 ou 3 années. Ça me plaisait. Je sais pas comment ça arrive dans ma tête, mais quand on a une relation poétique avec le monde, c'est ça pour moi l'esprit créateur. Regarder dans le monde et voir plus qu'il offre comme ça, la surface. Et alors, quelquefois, il y a des idées comme ça, il y a des images comme ça. Et je voyais le fleuve comme un témoin de la souffrance humaine. C'est comme ça que j'ai commencé avec ce roman. Et vous ne voyez pas qu'un seul fleuve, vous en voyez même deux, puisque on Oui. a d'un côté l'East River à New York en 1899, de l'autre côté le delta du Danube en 1919. Tout marche par deux, finalement, deux villes, deux fleuves, les morts d'un côté, les vivants de l'autre, deux héros. Tout est par dualité. Qu'est-ce qui vous pousse à faire quelque chose de polyphonique uniquement à deux? Vous mettez tout en opposition, tout en contradiction ou tout en complémentarité. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi extrêmement puissant parce que évidemment, il va y avoir un destin lié à un moment donné. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'en dis pas plus parce que c'est vrai que, étant donné que ce n'est pas sur la quatrième de couverture, je n'en dis pas davantage. Et vous dites même parfois qu'il ne faut pas lire les quatrièmes de couverture. Et c'est vrai, vous avez peut-être raison. J'aimerais vraiment que vous nous parliez de cette complémentarité, ce côté dual, que vous mettez peut-être dans d'autres romans. C'est le premier que je lis de vous et je serais ravi d'en découvrir d'autres, évidemment, mais est-ce que c'est quelque chose qui continue, qui se perpétue chez vous? S'il te plaît, quoi se perpétue? La dualité, OK. Dans d'autres romans ou ici? oui, dans d'autres romans. Non, 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 pas tellement. C'est ici que je l'ai fait et j'ai eu mon raison. J'étais à Washington quand j'écris mon roman Zahira, qui vivait. C'est une femme qui est morte il y a quelques ans avec une grande histoire de vie de 100 ans de vie que j'ai rencontrée dans ma ville natale, Timișoara, en Roumanie, et qui avait vécu à Washington avec une histoire extraordinaire. Et je suis allé là pour voir l'endroit. Euh, et quand j'étais là, pour Zahira, j'ai rencontré un homme qui s'appelle, qui est devenu le protagoniste dans ce roman. Dans ce roman, il s'appelle Ray, et c'est tout transformé, bien sûr.
Il est venu vers moi. Je me trouvais dans la bibliothèque, une des bibliothèques les plus grandes du monde, la Library of Congress à Washington, et je prenais des notices sur quelque chose qui m'intéressait, que j'ai jamais utilisé. En effet, je m'implique beaucoup hein, quand je me documente. J'utilise peut-être 0,1%, mais c'est important d'en avoir tout. Et il m'a vu, il est venu vers moi, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis écrivain, je prends des notices, je veux écrire un roman. Il a dit, ah, mais oui, mais je suis aussi un acteur. Je suis un acteur à New York. Venez me voir. Et en effet, je suis allé quand j'ai fini Zaïra, quand j'ai écrit euh, Le turbulent destin de Jacob. Il s'appelle comme ça en français, mon roman qui est sorti, un autre roman. Je suis allé à New York plusieurs fois, je l'ai rencontré. C'était un petit acteur qui, f- qui travaillait dans un petit théâtre au sous-sol, qui faisait de la pantomime, et c'était ça tout. Mais il m'a plu. Il m'a plu parce qu'il avait une poésie avec ce American Dream, ce rêve américain. Le petit que je peux, je le fais et je vais vivre. En effet, il vivait même dans ce théâtre-là. J'ai jamais vu où il vivait parce que chaque fois en taxi, il voulait que je le laisse devant le théâtre. Et il imitait des gens connus. Il était un fantastique Marlon Brando. Il était un fantastique Robert De Niro. Il chantait toute la musique américaine. Il m'a plu, il avait une poésie. Et peu à peu, j'ai commencé à penser à cette histoire parce que je voulais déjà, après le 11 septembre 2001, qui est le nucléaire du livre, c'est le moment où le protagoniste new-yorkais rencontre la Roumaine qui arrive à New York. Je voulais faire quelque chose sur le 11 septembre pour ne pas laisser la tristesse et le silence régner. Mais je ne savais pas quoi. Quand je l'ai vu, je savais. Et je suis en même temps que j'avais besoin de quelque chose qui soit plus proche de moi, un peu de Roumanie. Et comme ça, j'ai commencé à créer le personnage de Helena qui vit dans le delta du Danube. Je ne sais pas si vous y êtes jamais allé en Roumanie, hein, dans le delta du Danube. C'est un paysage magnifique, hors du monde. Et comme ça, c'est devenu un livre sur deux fleuves. Et tout ça semble, comme tu as dit, euh, comme s'ils n'avaient rien à faire l'un avec l'autre. Mais toutes les deux, l'univers archaïque du Danube et l'univers de New York, euh, dans tous les deux endroits, l'homme doit chercher de survivre. New York, c'est une jungle d'asphalte. Si tu n'es pas Donald Trump dans le Trump Tower, tu travailles et tu travailles et tu travailles et tu n'as pas de, je sais pas, sécurisation sociale, tu ne sais, c'est très difficile et très dangereux. Et en 1900, en plus, c'était ça. C'est une jungle urbaine où il faut que tu survives. Et c'est comme ça, c'est une jungle de végétation où ils vivent seulement les pêcheurs, le delta du Danube. C'est un univers magnifique. Et c'est là que Elena va être née oui, et elle va pas avoir trop de sa mère. Euh, Vous avez lu le roman, sa mère sera prise par les communistes et mise dans une colonie de lépreux qui existe encore en Roumanie, un peu pas loin du delta du Danube. Et elle ne saura jusqu'à, pour beaucoup de temps, elle ne saura pas qu'elle a cette mère-là. Et c'est seulement avant le 11 septembre que sa mère meurt et qu'elle aura qu'elle recevra la dernière, comment ça se dit? La dernière, euh, quand quelqu'un meurt, il a la dernière wish, Le dernier souhait, les dernières volontés. la dernière volonté de cette mère qu'elle connaissait pas. Et cette dernière volonté a quelque chose à faire avec la ville de New York. Tout à fait. Alors, on va recontextualiser un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore lu. On a d'un côté Ray, qui est le petit-fils d'un vendeur de journaux arrivé jeune à New York, qui est orphelin, qui dort dans une cave
à Charbon qui rêve d'être chanteur, qui est surnommé le Petit Caruso. De l'autre côté, on a donc une deuxième partie du livre où on est en Roumanie avec Elena, cette fameuse Elena dont vous a parlé Cataline, qui raconte l'histoire de sa mère qui est née en 1920, cette terre de légende roumaine qui devra donc accomplir la dernière volonté de sa mère dont on ne dira rien. J'aimerais vous interroger finalement sur ces deux récits qui racontent l'histoire d'un aïeul finalement. Vous avez fait le choix d'avoir deux Un personnes. aïeul, Un la aïeul, place. c'est un descendant. Enfin, un ascendant plutôt, un ascendant pour le coup. Les deux racontent l'histoire d'un grand-père, et à chaque fois il est appelé grand-père. De l'autre côté, une mère. Vous avez fait le choix d'avoir des personnages qui sont finalement en filigrane, un petit peu en derrière. On a Oui, oui, l'impression que oui, oui. c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que on a l'impression d'être dans un récit d'un récit. On est comme une sorte de poupée russe. Et je trouve que ça aussi, ça donne du corps, ça donne du sel à ce que vous écrivez, notamment à travers ces deux villes, à travers ces deux univers où on sent tout en réalité. On respire ce que vous dites, on hume à chaque fois on a des sensations particulières. Vous avez fait une documentation, à mon avis, exceptionnelle sur l'ambiance et l'atmosphère de ces deux endroits. J'aimerais que vous nous parliez dans un premier temps de cette documentation. Comment vous avez tissé l'étoile? Est-ce que c'était comme un policier qui cherche une sorte de serial killer avec une immense carte avec différents quartiers. Et la deuxième question étant cette volonté d'écrire à travers le récit d'un petit enfant, d'un enfant ou d'un petit enfant. Alors, je commence avec ça. Il y a des romans que j'ai écrits qui vont derrière 100 ans, ou même 300 ans. Ce livre, Le turbulent destin de Jacob, qui en allemand s'appelle Jacob beschließt zu lieben, Jacob se décide à aimer, il va en dernière 300 ans. Zaira va en dernière quasiment 100 ans. Pourquoi je fais ça? Pour faire voir le souffle de l'histoire qui passe par les générations. C'est comme les ondes, il y a des ondes spéciales dans l'univers qui partent par nous, des neutrinos qui partent par nous toujours. On ne se rend pas compte, même dans ce moment. Et une génération bien après l'autre, elle prend ses décisions, elle fait comment ça se dit, Euh, ses fautes, des fautes qui auront des conséquences pour la prochaine génération. Alors, pour faire voir l'homme, l'esprit humain, comme jeté dans une mer entre les vagues, euh, entre les vagues de l'histoire, de la grande histoire avec un grand I, car toutes les protagonistes de mes livres, Zahira, le masseur aveugle, Jacob, ou même ici, les deux, Rayan et Elena, sont des petites personnes. Ils ont une histoire avec un petit i, comme nous tous. Mais c'est l'histoire avec un grand I qui, quelquefois, veut les annihiler, veut les tuer, comme je l'ai dit. Il y a l'armée russe qui passe par la Roumanie vers Berlin et prend Jacob avec soi, qui est allemand. Il y a la famine qui porte des gens à aller en Amérique et tout ça. Mais pour raconter l'histoire des gens petits, comme nous tous, euh, la contrecarrer avec la grande histoire, avec un grand I, il faut un souffle qui va un peu au dernier. Alors ici, j'ai commencé avec le grand-père. Ça me plaît. La deuxième chose, si tu fais ça, il y a en allemand, il y a en anglais, spécialement dans le monde du cinéma, on dit show it, don't pretend it. Euh, f- Fais-le voir. Ne pas prétendre une réalité. Il faut pas. C'est comme ça et basta. Tu me crois parce que j'aime pas ça. Il faut ouvrir ça comme une fleur, ou c'est comme un magasin et tu as devant, tu as tu as le vêtre, le ventre, le vêtre. Non, comment est-ce que tu dis? Le Quand tu es vent, dans la rue et tu regardes dedans, la vitrine. la vitrine, et tu étales dans la vitrine tout.
toutes les scènes, tous les personnages et tout ça. Mais il faut le faire, il faut savoir, il faut décrire, il faut décrire. Pas trop, c'est pas un fétiche, il faut faire attention. Euh, mais il faut décrire en espérant que le lecteur, il va comprendre. Chacun pour soi, car chacun lecteur ou lectrice lise un autre livre. Il n'y a pas seulement un livre pour moi, au moins, L'homme qui porte le bonheur, parce que chacun lit soi-même parmi le livre. Il lit le livre avec sa biographie littéraire, ce qu'il a lu, avec ses préoccupations de ce moment-là de la vie. Euh, Chacun se lit soi-même et lit un autre livre. Et là, il faut avoir confiance dans le lecteur. Il va comprendre ce qu'il va comprendre. Et mon job, c'est de d'écrire euh, l'existence humaine, d'écrire l'homme, le personnage, comme enfant de ses temps, dans ses temps. Et il faut décrire les temps. Il ne faut pas dire c'était comme ça, il faut que tu me crois, lecteur. Il faut les décrire et il faut laisser la liberté au lecteur, à la lectrice de comprendre. Par exemple, le grand-père, parce que vous avez parlé du grand-père, donc il y a 10 ans quand le livre commence. Moi, je ne savais pas. Et là, je suis un peu, il faut dire que j'ai un peu un tic, hein. Euh, je ne savais pas comment ça a été la météo, comment ça a été le temps le 1er janvier 1900. Parce qu'à New York, il peut faire chaud ou très froid. On pourrait dire, mais Cataline, tu peux inventer le temps, hein, la météo. Personne n'ira le. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que était la première scène. Est-elle blanche parce qu'il y avait de la neige? Est-ce que c'est ce garçon qui est là sur la rive au port du ghetto? Est-ce que c'est la mort blanche qui a pris ses enfants? Est-ce que le petit grand-père du raconteur, est-ce qu'il euh, est-ce qu'il souffre du froid ou pas? Il y avait du tout. Il y avait la tuberculose, la famine et tout ça. Alors j'ai voulu savoir ça et j'ai pas trouvé. J'ai parlé avec des gens spécialisés, d'Américains, et on trouve tout. On trouve tout de l'année du siècle, du 19e siècle, mais pas pour ce mois-là. Alors il a fallu que je devienne membre en New York Times. J'ai pris un abonnement à New York Times et j'ai trouvé l'article sur la nuit avant le 1er janvier où on racontait que des vents terribles et de la neige terrible entrait dans cette artère, dans ces rues, dans cette avenue new-yorkaise. Ils ont couvert tout en neige. Alors je savais que ma première coulisse, on dit coulisse, Coulisses, oui. était une blanche, était une froide, que la nave de la ville de New York qui entrait dans le port pour prendre les morts sortait d'une aire qui était comme ça, comme le lait était blanche comme ça, et que les gens qui étaient là avec le mort, que ces morts étaient morts de froid. J'avais ma première coulisse. J'aime faire ça. J'ai oublié un peu ta demande, mais ça. Euh, C'est je normal, m'ex- elle était longue. Mais oui, l'idée étant, c'était finalement de savoir la dualité ouais. entre Elena et Ray. J'avais besoin de quelqu'un qui soit plus proche de moi. Nous connaissons beaucoup sur la civilisation américaine. Moi, j'ai vécu avec les films, je connais les grands films américains, j'aime les films. J'aime les films indépendants ou même beaucoup de films hollywoodiens. Je connais le jazz américain, le blues américain. J'ai des images de l'Amérique. Mais il me fallait quelque chose qui soit plus proche de moi, plus chaud. Et c'était le Danube. Le Danube qui est tellement important pour la Roumanie. Et comme ça, le livre est devenu aussi le livre de deux rivières qui nourrissent les gens,
mais qui sont aussi dangereuses parce qu'il y a ceux qui veulent se tuer, qui se jettent il y a ceux qui comment ça se dit, se nouent, comment ça, Noyade, une noyade. bien sûr, les, les fleuves, elles séparent, elles unissent. Il y a la métaphore du fleuve quand même. Alors, avant que vous nous lisiez un premier extrait, Cataline, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Voilà, ne bougez pas. Enfin, vous pouvez bouger, bien sûr, mais restez là. 3, 2, 1, go. C'est bon, merci. Cataline, c'est à vous pour le premier extrait. Et qu'est-ce que je fais? Alors, soit l'extrait en allemand, En soit allemand, on peut commencer en allemand. On peut commencer en allemand. je lis très peu en allemand et puis je continue. Je lis le commencement du roman. C'est le Parfait. premier chapitre. C'est ça avec le fleuve en allemand. Et Très comme bien. ça, vous sentez le sound de l'allemand. Euh, vous écoutez le sound. Et puis je continue avec le deuxième chapitre. Et je m'excuse pour mon français. Je lis pas jamais en français mes livres. Pour moi, c'est une expérience unique. C'est peut-être la deuxième ou troisième fois que je lis en français. Alors, on va voir, hein. C'est un Moi, je vous, mishmash. moi, je vous trouve impressionnant en français. C'est le moins Oui. qu'on puisse C'est dire, seulement mais parce que j'ai bien dormi la nuit dernière, parce c'est que ça. sinon, j'ai bien C'est ça. mangé. Et on lira Alors, l'extrait en français plus tard dans la rencontre. alors je me ferme après l'allemand. Ouais, c'est ça. Super. Okay, okay, okay. À tout Der à l'heure. Fluss, der Fluss nahm die Toten sanft auf, als ob er wusste, dass es besondere Tote waren. Der East River, so ungestüm er sein konnte, lag in der Morgendämmerung wie ein breiter, bleierner Streifen. Er war geduldig. Er wollte den Menschen nicht ins Handwerk pfutschen. Er würde die Toten des Ghettos an diesem Tag nicht mehr kriegen, dafür aber andere. Das war so gut wie sicher. An den Ufern Manhattans stand immer irgendwer bereit, der sich ihm anvertrauen wollte. Verzweifelte, müde, Verrückte oder jemand, der ihm andere anvertraute, die Opfer eines Überfalls und einer Kontenregelung. Der Fluss war nicht wählerisch. Tage später gab er die Körper wieder frei und spülte sie ans Land. Es war nicht der Fluss, der sich zu fügen hatte, da man ausgerechnet hier eine Stadt gebaut hatte, sondern der Mensch. Nur jetzt gönnte er sich eine Pause und schaute unbeteiligt zu, wie die Mannschaft des Dampfschiffes die kleinen weißen Särge an Bord brachte. Sie waren kaum vom Schnee zu unterscheiden, der seit dem letzten Abend gefallen war und nun dick auflag. Parfait. Merci, Cataline. Alors, on parlait tout à l'heure du delta du Danube. Je n'y suis jamais allé, mais apparemment c'est magnifique, donc j'espère y aller un jour. Mais c'est là aussi où vivent les Lipovènes, anciennes communautés d'orthodoxes que je ne connaissais pas du tout, qui sont aussi présents d'ailleurs en Ukraine. J'ai appris ça également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette communauté-là, qui a aussi son importance dans le livre et qui permet aussi quand même d'avoir un champ de vision beaucoup plus large? Je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de minorités qui vivent dans le delta du Danube. Il y a des Turcs, il y a des Bulgares, il y a des Lipovènes, euh, il y a des Grecs, il y a des villages qui étaient grecs. Il y a des ruines romaines parce qu'il y a eu des petites villes romaines sur le Danube, sur la mer Noire. Il y a tout ça, c'est un univers très coloré. Italien, il y a un village des Italiens qui travaillaient la pierre. Alors, je ne sais pas beaucoup sur les Lipovènes parce que c'était pas important. Il y a des villages, on a les maisons, il y a des villages au milieu du delta, donc il y a des îles plus grandes, des îles petites. Sur cette île plus grande, il y a des, des cheveux sauvages très, très connus, fameux, les cheveux sauvages du delta. Et il y a des villages de Lipovène avec des maisons colorées d'une certaine manière, bleues, tout ça. En plus, je ne sais pas, ils sont échappés dans le delta il y a 300 ou 400 ans parce qu'ils avaient une autre religion et, et ils s'étaient échappés à la face des Russes, non?
la même histoire que maintenant. Et, et ils vivent là, ils sont des pêcheurs, c'est tout ce que je sais. Euh, c'est un univers, on pourrait dire primitif, des pêcheurs, c'est un univers archaïque. Euh, il y a des distances énormes, dans 8 ou 9 heures, tu n'arrives qu'à quelques kilomètres plus en là. Il y a quelquefois le calme total, où tu es au dehors du monde avec les oiseaux. Euh, c'est c'est ça ce qui m'a toujours plu et ça m'a fasciné à ces deltas. C'est un labyrinthe euh, de plantes et de et d'animal et l'homme surtout. C'est un micro-univers très très beau qui m'a fasciné. Et j'y suis allé, comme je suis allé à New York, j'y suis allé 2 ou 3 fois. Il y a des hôtels dans le Delta, il y a des pensions dans des villages. Et j'essayais à faire la même chose, à me documenter sur la façon dont ils vivaient, les pêcheurs. On dit pêcheur, non? Ah Parce oui, que bien le sûr. pêcheur, il est aussi le pêcheur à l'église, non? Oui, c'est La vrai. même parole en français. C'est le même mot. C'est le même. Les pauvres pêcheurs. On ne sait pas lesquels. On ne sait pas C'est vrai. lesquels. OK. Et un pêcheur qui pêche, c'est encore pire. C'est encore pire, oui. Eh Euh, bien, je suis parti avec eux le matin tôt à 4 heures parce qu'il avait je ne sais pas comment ça s'appelle, ils devaient aller pour voir comment ça, netze, non? Les, où il y a il arrive les poissons dedans. Ils ont mis dans l'eau, sous l'eau des filets. des filets. Alors je suis allé avec eux, j'ai vécu chez eux un peu de temps. Quelquefois, il fallait seulement apporter une bouteille de schnapps, de Tsuika roumaine, de Prunet. Je sais pas comment est-ce que vous dites schnapps en français. Ah, Schnaps, hein, je crois que c'est Schnaps. Oui, Je oui. suis en Suisse Et là, il n'y a pas longtemps. C'est celui Schnaps. roumain, il s'appelle Tsuika. Alors, tu leur donnais ça et ils te racontaient de leur vie. Et ils te prenaient avec eux sur les... On a même, on a pu pêcher 20 kilos de poissons une fois. Parce que les poissons, vraiment, ils étaient tellement... Maintenant, cette réservoir naturel, le delta, il est en péril. C'est dangereux. Il il y a le tourisme en masse. Euh, il y a beaucoup de choses qui vont mal, qui vont très mal. Avant la chute du dictateur Ceausescu, en effet, il voulait sécher le delta. C'était un des projets de Ceausescu. Il a fait ça, mais pour une petite partie. Il voulait sécher le delta pour avoir du terrain agraire. C'était ça un des projets qui, mon Dieu, a été stoppé au temps, en temps nécessaire, avec sa mort. Comme il voulait transformer les villages roumains dans des centres agro-industriels, des petites villes, pour soustraire le comment dire, contadin, le paysan roumain à son histoire et à ses racines, pour faire de lui, et les communistes ont fait dans les années 50, 60, beaucoup de paysans, des prolettes qui vivaient dans les villes, dans ces petits boîtes, euh, dans ces petits appartements, comme moi-même avec mes parents, pour faire du roumain, des gens de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le communisme qui voulait faire, le communisme voulait transformer la société dans une nouvelle société et l'homme, le faire un nouveau homme qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'histoire, qui est loin des cimetières où il y a ses parents, il y a ses ancêtres, qui est loin des terres natales. Malheureux, non pas malheureusement, euh, comment ça se dit, le contraire, malheureusement. Heureusement. Heureusement, il a été, comme vous le savez tout, en décembre 1989,
euh, il a été éloigné du pouvoir, lui et sa Elena Ceausescu. Alors tout à l'heure, on parlait en effet de diversité, et c'est vrai que la diversité humaine dans vos deux cadres de récits sont monumentaux. Aujourd'hui, justement, dans une ère contemporaine où les peuples se déchirent entre eux, je trouve que vous avez bien marqué finalement le microcosme humain entre les différentes cultures, entre les différentes coutumes, entre Irlandais, Italiens, Juifs et autres communautés. On sent quand même une telle énergie, un tel bruit, en fait. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est une sorte, dans le New York des années 1900, j'ai ressenti le bruit incessant de ces populations qui vivaient entre elles, et j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant, réjouissant, malgré la famine, malgré ce qui se passe autour, finalement, vous arrivez à faire émerger des peuples entre eux, et c'est ça que j'ai trouvé aussi fascinant. On parlait des lipovènes d'un côté, mais on parle aussi de ce ghetto new-yorkais où évolue le grand-père, justement. Je trouve que la cohabitation, qui est parfois un petit peu forcée, hein, clairement, mais elle est là et elle vit et elle est intelligente. J'ai l'impression qu'on est devenu un petit peu moins intelligent aujourd'hui pour cohabiter les uns avec les autres. Oui, bon, il ne faut pas avoir une perspective romantique C'est sur vrai, cette. c'est vrai. Parce que vous savez ce qu'il faisait quand il arrivait à New York? Il avait des centaines de milliers qui arrivaient, des Européens, hein. C'était pas des Syriens, c'était pas des Africains. À ce moment-là, il y avait la grande émigration européenne vers l'Amérique à cause de la famine en Irlande, en Italie, à cause de la terreur vers les Juifs, par exemple, même en Roumanie ou en Ukraine, en Russie, en 1900, il y avait des pogroms. Eh bien, quand il arrivait au ghetto, ils allaient là où il y avait les autres, les mêmes qu'eux. Ils recréaient l'univers, la géographie de la terre natale. Il y avait les rues, il y avait une rue qui était hollandaise, une rue qui était juive, une rue qui était italienne, une rue qui était tchèque. Dans la rue tchèque, on faisait du tabac, on faisait comment ça se fait, des cigares. Dans la rue juive, on faisait à la maison des, euh, des vêtements. On travaillait sur des vêtements. Les Italiens avaient les marchés dans la rue, ils vendaient des légumes et tout ça. Alors chacun cherchait la proximité des siens. C'est comme ça. Mais bien sûr, ils se mêlaient aussi. Ça vibrait parce que c'était des gens qui voulaient vivre. On mourait aussi. On mourait sur les bateaux pour arriver en Amérique. On mourait quand on arrivait dans le ghetto. On continuait à mourir parce qu'il y avait la tuberculose, il y avait le foie, il y avait la pauvreté, tout ça. Mais on résistait. C'était cet esprit de résistance qui a fait l'Amérique. Quelques-uns sont devenus des grands stars au Broadway et plus tard sont devenus très riches. Mais la plupart est resté anonyme. Et c'est ça, ce sont ceux qui sont qui ont la prédilection de devenir des protagonistes de mes livres. Alors oui, c'était très bruyant, c'était très vif, c'était très rythmé, la vie dans le ghetto, dans le ghetto américain. Euh, et je me suis rendu compte de nouveau en recherchant, en faire les recherches sur ça, comment l'immigration, le désir de l'homme d'avoir une vie meilleure, et ça veut dire d'être en sûreté, pas de pogrom, pas de guerre, et ne pas souffrir de faim. Comment cette émigration est éternelle et a toujours été, elle restera toujours, et comme elle est en effet le moteur de l'histoire à tous les temps. Il ne faut pas oublier que les premiers migrants, qui nous considérons être chrétiens, c'était une petite famille et qui n'était pas à sa maison, qui n'était pas dans son chalet dans les Alpes quand Jésus est né. C'était une petite famille qui était à l'étranger, était dehors, était quelque part, dans un, comment ça s'appelle, où il y a les animaux. Un zoo. Non, c'était pas dans le zoo. Jésus était né dans le
Il y a à côté de la maison, il y a où on met les animaux. Ouais, une étable, certains Oui, disent. peut-être, ça s'appelle comme ça. Une C'était ferme. une étable. C'était une étable, non? C'est quand tu as des animaux comme paysans, tu les mets le soir, tu les portes dans une étable, c'est ça? Étable remporte la palme au regard du nombre de commentaires. Tout le monde dit Je ne sais étable. pas. Ça doit être Je sais étable. pas. Alors c'est ça. Il est né là. Eh bien, c'est une structure assez faible. Il fait froid là-dedans. Hein? Il y avait les animaux qui sont venus le voir quand il est né. Et les migrants, c'est comme ça. Il n'a pas de toit. Il est entre des étrangers et il essaie de survivre. Très bien. Et alors, ce qui est aussi très, alors c'est pas surprenant, mais en tout cas, qui rajoute aussi un petit piment à l'histoire, c'est qu'on voit vivre des personnalités qu'on connaît particulièrement. Je pense à Houdini, je pense à Edison, je pense à Theodor Herzl. Au fil de l'histoire, on voit poindre finalement leur histoire aussi, les petits, les grands événements au sein même de l'histoire. Alors évidemment, le grand-père est vendeur de journaux, donc forcément ça a de l'impact. Mais c'est vrai que ces personnages-là que vous insérez dans le roman rajoutent encore une dimension très historique avec un immense H dans ce que vous racontez, au-delà des personnages secondaires dont on n'a pas encore parlé, mais dont j'aimerais que vous nous disiez quelque chose, comme Paddy un œil, comme Gustave, comme Pasquale, comme Rosa finalement. Et vous avez bien lu le livre, vous connaissez tous ces personnages. Eh oui, Cataline, eh oui, je lis les livres contrairement à certains Vous vous journalistes. rappelez de Je ces lis personnages? Moi, non, moi, je me rappelais plus, hein, mais maintenant que vous le dites, je sais qui sont, oui. Et alors justement, tous ces personnages-là, au-delà des personnages qu'on connaît, c'est-à-dire ceux que j'ai cités tout à l'heure, des personnages qui ont fait l'histoire, parce que ce livre-là, on a l'impression que c'est aussi un livre qui fait l'histoire. Pourquoi vous avez décidé déjà de les insérer au quotidien dans la petite histoire et ensuite nous parler peut-être de ces personnages principaux, comme notamment Paddy Haneuil, qui est quand même extrêmement charismatique, qui a peut-être nous expliquer aussi le surnom qui est expliqué dans le livre, mais j'aimerais que vous nous parliez d'eux parce qu'ils sont tout aussi importants que les deux héros. Eh bien, vous voyez, mon cher Anthony, c'est exactement ça la sorte des personnages secondaires. Ils disparaissent dans le néant. Je me rappelle d'eux, mais ils sont ceux dont je parle dans mes livres parce que, comme nous tous, on est des personnages secondaires dans la guerre, dans la grande histoire avec un grand I. Et Et quand on a joué nos rôles, on disparaît. Alors, il y a ces personnages que j'ai inventés autour du grand-père, du petit grand-père de 10 ans. Parce que, comme je l'ai dit, il faut faire voir et pas prétendre. Et faire voir le monde du grand-père, du petit grand-père de 10 ans qui vend des journaux, qui sera le grand-père du raconteur, celui qui raconte l'histoire plus tard, 100 ans plus tard. Il fallait avoir aussi des personnages comme ça. Il fallait avoir un pédi, comment ça s'appelle? Un œil? Paddy Haneuil, un borgne, un borgne. Oui. Comme partout, comme partout, il y avait des enfants. Comme partout dans les ghettos, il y avait des milliers d'enfants qui voulaient survivre. Ils étaient streetwise. Ils étaient l'intelligence de la rue. Ils savaient comment survivre. Par exemple, le grand-père qui s'appelle, vous avez déjà dit le petit Caruso parce qu'il sait chanter, il sait comment survivre. Il profite de la nostalgie des femmes du ghetto et il chante pour eux. Et quand une des femmes est juive, et ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs, il s'appelait Berl. Il disait qu'il est Berl. Et c'est un nom juif. Et il racontait comme il était parti de la Galice polonaise, ukrainienne à ce moment-là, pour arriver en Amérique. Et si la femme qui le nourrissait s'appelait Maria, était de Naples, de Sicile, il parlait italien parce qu'il connaît toutes ces langues. Il vit avec eux. Et il prétendait qu'il s'appelle Pasquale et qu'il venait de Naples. Il donnait ce que ces femmes avaient besoin et chantait en italien. Et si cette femme avait un nom irlandais, il s'appelait Paddy.
et il parlait en gallique avec eux et il chantait la grande musique irlandaise qui me plaît tellement, qui me plaît tellement et qui parle de cette perte de terre natale. Toute la musique irlandaise parle du retour, de la partance, de la manquance, de l'arrivée en Amérique où on ne les attendait pas. Les immigrants qui arrivaient, même s'ils étaient catholiques comme les Irlandais ou les Italiens, on les voyait de mauvais œil. On ne les aimait pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était très difficile. Alors ce petit garçon, il improvise sa vie. Il est l'émigrant percé de tous les temps. Il parle toutes les langues. Sa seule devise, non, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est de survivre. Et comme lui, tous les autres protagonistes à New York, euh, autour de lui, il fallait recréer ce monde qui est un peu, pour moi, me fait euh, rappeler, je sais pas, l'univers euh, londonien de, comment ça s'appelle? Euh, un livre fameux. J'ai toujours des problèmes avec les noms des livres. Je l'ai C'est un pas. livre fameux. Londres dans le 19e siècle. Mais enfin, c'est que ça. J'aimais faire voir. Parce que toujours, un roman, pour moi, c'est pas prétendre, mais c'est d'écrire. Est-ce que D'écrire. c'était Charles Dickens? Pas du tout. Oui, Charles Dickens. Oui, Charles Dickens, c'est ça. Oui, exactement, exactement. C'est un peu comme ça. Ce sont des enfants qui vivent dans les caves souterraines, qui aident à apporter le charbon, tout ça. Et bien sûr, qui peuvent tellement, ils sont des petits voyous, hein. Euh, Comment ça se dit quand on prend des choses qui sont pas à nous? Voleur. Ils sont des petits voleurs. Ils doivent exister. Ils leur ont leur droit d'exister et ils vont s'assumer ce droit. Et le grand-père aussi, jusqu'à le fait de faire des choses horribles. Il va faire des choses horribles. Ce qui est aussi, ce qui m'a aussi surpris, et ça c'est très très rare en littérature, c'est que les narrateurs font des sortes de spoil véritables sur ce qu'il va advenir de ces personnages-là. On a l'impression que chacun anticipe le futur, comme une prochaine mort, comme quelque chose qui va advenir, mais que le lecteur ne sait pas, mais finalement qu'il arrête le temps, comme si c'était prévisible, une sorte de prédiction. C'est pas simple à expliquer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent Et les pour moi, c'est pas personnages, simple, c'est pas simple de rappeler ça. Vous avez lu mieux mon livre que moi-même, hein. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. en fait, certains personnages ne savent pas que potentiellement le lendemain ils vont décéder. Et vous Ah, l'écrivez. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est ces moments-là, je trouve que c'est subtil finalement d'anticiper un destin, d'anticiper une mort, d'anticiper quelque chose et de le dire en tant que narrateur, oui. en tant qu'écrivain. Mais parce que l'histoire est racontée en commencement de 1900, de 2001. Il faut dire ça. C'est le 11 septembre 2001, le moment de la grande tragédie qui se déroule à New York. Chacun de nous, ça, sait où il était à ce moment-là. Moi, je le sais. Et à ce moment-là, c'est cette Elena du Danube qui arrive à New York, euh, qui va rencontrer Ray. Elle va se trouver sous les deux, comment ça se dit, De tours. les deux tours. Elle va s'enfuir et elle va arriver couverte tout en centrier. Elle est couverte en Cendre, centrier, non, archer. Elle est couverte quand les tours sont pierre, tombées. pierre. La- Puissière, ok, Puissière. Elle va arriver dans son théâtre pour boire de l'eau. Elle va rencontrer ce Ray, un N'en dites petit pas plus, n'en acteur. dites pas plus, Cataline. Non, ok. Et c'est eux qui se rappellent leur vie. Et ils vont raconter sa vie. Alors, ils savent plus naturellement que les protagonistes.
à ce moment de l'histoire euh, que je raconte. Ils savent plus. Et c'est pour cela qu'ils peuvent dire dans 3 jours, il va plus exister ou c'est pas, il va comme ça. On peut faire ça. C'est une multiplicité de narrateurs omniscients. C'est ça qui est intéressant, c'est que véritablement chaque personnage sait en effet connaît le futur et vous le raconter à rebours. Et je trouve ça, je trouve que c'est une originalité qui a du sens, qui n'est pas là Hmm. que pour l'originalité. J'aimerais que vous nous parliez de l'avenir, justement. Vous avez préparé un petit texte de ce que j'ai cru entendre Ah, 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 ah. sur 2074. Ça Euh, m'a fait beaucoup de plaisir de le faire. eh bien, tant Il mieux. faut dire, avant ça, j'ai pensé même, merde, qu'est-ce que je... 2074, 74. qu'est-ce que... 2074, mon Dieu. Mais cet après-midi, j'ai pris le temps. J'ai trouvé une boule de cristal dans un second-hand shop ici à Zurich. J'ai regardé dedans. Elle était un peu opaque. J'ai pas pu trouver tout, mais j'ai trouvé des choses même bizarres parce que c'est une boule de cristal qui a été utilisée depuis des siècles, il faut le dire. Elle était un peu... alors, permettez-moi de vous dire ce que j'ai trouvé. OK? C'est parti, Catalina. Bien. Qu'avez-vous vu en 2074? C'est ça. Attendez un moment parce que je vais ouvrir le document. Et donc, pour préciser, pour la question, Ah, je pose une question chaque semaine aux invités pour savoir finalement que se passera-t-il dans 50 ans, en 2074, pour eux. Les écrivains ont une certaine acuité pour voir le monde parfois dans le passé, comme Cataline par exemple. Que font-ils également dans le futur? merci beaucoup, hein. Alors, j'ai lu, hein, j'ai écrit ça, je vais lire. C'est pas spontanément, mais c'était spontané cet après-midi. Alors, j'ai écrit, j'ai emprunté une boule de cristal second-hand, c'est pour cela qu'elle ne fait que des prognoses second-hand. Elle fait des prognoses second-hand. Il ne faut pas y compter au-dessus. Elle est plutôt opaque, elle est pleine de graffures. Alors, tout ce que j'ai pu voir, c'est ça. Dans l'année 2074, les hommes utiliseront les voitures autonomes pour lire. Il y aura un coin avec une sélection de livres dans chaque voiture. En effet, on ne pourra pas acheter une voiture sans livre et on ne pourra pas conclure une assigration sans mentionner le contenu de moins 50 livres. Euh, de déclamer 50 poèmes et sans avoir écrit au moins 5 poèmes soi-même. Et pour un billet d'avion, au moins 100 poèmes. Comme pour cela, il y aura très peu de voitures en circulation et peu d'avions de passagers. Et comme ça, le problème de la pollution de l'air et le changement climatique sera résolu. Les plus bien payés influencers, les plus bien payés influencers de ce temps seront ceux qui proposent des livres et quelques-uns proposera un florescu avec les mots On n'a plus entendu rien sur lui depuis les années 20, mais ses livres sont éternels. Le KI, ou IA, intelligence artificielle, renoncera à penser qu'elle est la plus intelligente après avoir lu des livres, même quelques florescus dans son domicile algorithmique, froid et stérile. Elle se dira, mais je suis la dernière des dernières, comme je suis stupide, jamais je pourrai écrire comme Florescu. Euh, je suis tellement seule et idiote. Et elle se déconnectera tout seul en pleurant des larmes digitales. Les guerres n'auront plus lieu, ou pas comme on les connaît maintenant. Il y aura de l'infanterie et des tranchées, mais plus de munitions. Les soldats vont lancer des livres les uns vers les autres. Bien sûr, pas les bons livres, mais les mauvais, et il y en a plein. Et quelquefois, il y aura quelqu'un qui mourra, mais très, très rare, car il y a aussi des livres très volumineux. On écrira dans les journaux, il est mort par la main de Tolstoï, ou de Balzac, ou Thomas Mann, ou même par la Bible. Les dictateurs
renonceront à être dictateurs, car pour être dictateur, il sera nécessaire d'absolver une école de dictateurs. Et là, les choses deviendront plus compliquées pour eux, car ils devront lire beaucoup, même des Florescu. Ils deviendront sentimentaux, empathiques, pleins d'amour pour les autres, mais avant tout pour eux-mêmes. Et ils se diront, mais comme j'étais con, comme j'étais stupide. C'est Florescu qui m'a ouvert les yeux et le cœur. Et ils partiront en trois ou quatre dans un pèlerinage à pied vers Zurich, de la Russie, et la Russie sera libre, et la Chine sera libre, et l'Iran le sera, et la Corée du Nord aussi sera libre. Il y aura encore des drones, mais seulement pour envoyer des livres d'amour ou des recettes de cuisine. La grand-mère ouvrira la fenêtre de la cuisine pour envoyer avec une drone très rapide une recette pour sa petite fille qui attend dans une heure son amoureux. Et le grand-père enverra les trois mousquetaires à son petit-fils, qui pour anniversaire aura souhaité pas une nouvelle tablette, mais plutôt d'imagination. Et le père aura envoyé depuis le balcon une lettre à sa femme en train de faire les courses, ou le contraire, dans laquelle il ou elle écrit: dans 10 minutes, tu seras de nouveau à la maison, mais je voulais te dire d'urgence que je t'aime. Mais malheureusement, dans l'année 2074, 14. eh bien, malheureusement, dans l'année 2074, malheureusement, dans l'année 2074, malheureusement, Donald Trump, eh bien, il sera encore au pouvoir en Amérique. Pas dans sa version obèse, mais dans celle digitale. À Mar-a-Lago, en Floride, qui s'appellera le temple de Donald, il y aura une immense pyramide sur laquelle le gardien du temple sacrifiera tous les jours la vérité, l'humanisme, l'intelligence. Pendant cela, sera entendue de très très haut la voix de Donald, avec son accent new-yorkais en répétant: l'ignorance est bonne, le mensonge est bon, la haine est bonne. Et tout en bas de la pyramide, il y aura plein de produits, de marchandises, du culte, du donaldisme. C'est Incroyable. Merci, Cataline. Merci infiniment. bon, hein, non? C'est comme ça pour, pour une imagination, une étude d'imagination. Oui, mais en même temps, les anciens auteurs de science-fiction n'imaginaient pas que leurs prédictions allaient se réaliser. On pense à Asimov, on pense à Philippe K. Dick et tant d'autres. Tout est possible. Alors, potentiellement, peut-être pour Donald Trump, ça va être plus délicat, mais, mais pour le coup, c'est un très bel exercice. Bravo, bravo, Cataline. Merci, merci. Bon, le texte. La deuxième question que je pose régulièrement aux auteurs, c'est celle de l'influence littéraire finalement. Quels sont les auteurs qui vous influencent et peut-être notamment un auteur méconnu, un auteur roumain peut-être que Oui. vous aimeriez peut-être mettre en avant. Qui avez-vous choisi, Cataline? Oui, ça c'est une bonne demande parce que celle de l'influence, il y a tellement qui m'ont influencé, mais j'aime pas faire une liste et non, j'aime pas. Mais je me suis préparé avec un auteur qui, je ne sais pas s'il est connu en France, je pense pas. Il est même pas très connu ici en Allemagne, dans l'espace allemand, même s'il a vendu 2 millions. C'est un auteur juif allemand qui s'appelle Edgar Hilsenrath. Alors, il est en effet plutôt connu en France, édité au Tripode avec Il est connu. beaucoup de succès, Parce que mais ici, pas pas tant beaucoup. connu que ça en réalité. Pas tant connu que ça, c'est en effet Il très a fait, connu. oui, oui, mais je l'aime parce que il a fait, je connais deux livres. L'un s'appelle Le nazi et le friseur. Et l'autre, Barbier. celui que je vais euh, proposer, ça s'appelle, je ne sais pas le nom français, en allemand c'est Das Märchen vom letzten Gedanken, le raconte du dernier pensée. C'est un gros livre, un gros livre, mais d'une tellement beauté parce que c'est le triomphe de l'imagination.
C'est un juif allemand qui raconte l'histoire de l'Arménie et du génocide arménien. C'est un livre plein d'imagination, c'est le dernier pensée, parce qu'il y a euh, il y a cette légende qui dit que le dernier pensée il est au dehors du temps. Alors il y a un personnage principal qui n'est pas encore mort, il est moribond. Il y a son dernier pensée qui est accompagné par son raconteur et qui s'envole dans l'histoire arménienne, qui commence dans un village de montagne, le village de son père, de celui qui va mourir, qui raconte l'histoire de son père et l'histoire du peuple arménien. Et pour moi, c'est ça ce qu'est la littérature. C'est ça ce qu'est la littérature. Et comme vous avez dit quand on a commencé, que quelquefois j'ai dit aux gens de ne pas lire la quatrième part, comment ça s'appelle, le texte La quatrième de sur le dos couverture. des livres. Oui, j'étais à Morges, où il y a un festival de littérature. Et j'étais assis à une table avec mes livres devant. C'est en Suisse. Morges, c'est une très belle petite ville au bord du lac de Genève. Et j'étais assis à ma table pour des heures et des gens passaient. Ils prenaient mes livres. Ils ne lisaient pas la littérature. Ils lisaient ce qu'on disait sur la littérature. Qui en effet, j'avais jamais moi. C'est pas moi qui a fait ce texte-là. Et ils lisaient le dos, l'action. Et ils mettaient le livre là et ils s'envoyaient en pensant qu'ils avaient pris une décision qui avait quelque chose à faire avec leur goût littéraire. Et après, l'après-midi, je suis allé, j'ai eu aussi une rencontre avec le public. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, ne lisez pas le dos des livres. C'est un territoire extra-littéraire. Ouvrez le livre, lisez la première phrase, lisez les pages, les premières pages. Et si le texte, il parle, c'est la langue, l'instrument primordial de la littérature. C'est pas l'action, c'est pas l'histoire. Peu importe l'histoire, si un Hilsenrath te prend par la main et tu t'envoles avec lui avec le dernier pensée d'un moribond, dans 60 pages. Mais si tu lis le dos et il te dit c'est le génocide arménien, tu la mets en bas et tu dis ah ouais, non, c'est trop difficile. Non, non, c'est compliqué. Et en effet, c'est ça. Mais c'est plein de saveurs de vie et c'est le texte, c'est la langue. C'est mon vieux lecteur de l'éditeur qui maintenant de mon éditeur allemand qui me disait il faut que se passe quelque chose dans la langue. Il faut que la langue. Et je suis pas un puriste, c'est pas même pas un fétichiste de la langue. Il faut pas être une langue compliquée, intellectuelle. Pas du tout, le contraire. La simplicité, quelquefois, elle est très importante. Mais il faut que le texte, il respire. Il est une essence, un être. On sent qu'il se passe quelque chose d'important dans la langue. Et entre la langue et moi, entre la langue et moi. Et alors, ça existe le mot littéralité en français? Non. Parce qu'en Allemagne, ça existe. C'est le grade de littérature qu'on a dans un texte, la littéralité. Et ça, on peut pas, il n'y a pas de mesure, c'est très difficile de le dire. Il serait intéressant de l'intégrer au système français, par contre. Je sais pas. C'est ça ce que je dis quand je commence avec mes premières phrases. C'est que je veux créer. Je veux pas créer, sinon j'écrivrais des articles de journal. Et c'est ce que je dis vers la littérature réaliste, super réaliste, euh, pragmatique, réduite, française ou allemande, qui existe et qui me langweilen, oder boring. Barbant. Non, boring, Boring. qui est très, comment dire, quelque chose qui est lent, qui te plaît pas. Ennuyeux. Ennuyeux. Et ennuyant. Si je voulais faire ça, j'aurais écrit des essais littéraires, des essais sur la Roumanie ou des articles. Je serais devenu journaliste. C'est pas ça l'essence de la littérature. Mais c'est le grand-père de Regardez Ray qui les aurait vendu auteurs vos journaux. qui écrivent réaliste, qui écrivent un plot, qui écrivent un scénario. C'est pas ça. Il faut que la langue ait
un respiro, un- une grâce, une grâce qu'on sent. C'est la même chose qu'un être humain, quand il a une grâce, on l'aime. S'il a une grâce, c'est la même que la langue d'un écrivain. Si elle a une grâce, on la suit même pendant 5 ou 600 pages, comme chez lui, ou 400 pages, comme chez moi. C'est ça l'important. Et Hilsenrath, il sait ça, il fait ça. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce livre. Si vous aviez été journaliste, le grand-père Doré aurait vendu vos articles et aurait crié sensationnel. Oui, merci beaucoup. Très bien dit, merci. Et oui, très bon choix, Elzenrath. Bien sûr, on n'en parle pas souvent et c'est bien dommage parce que clairement, c'est un immense auteur et qui a aussi ce pouvoir cinématographique dont vous pouvez faire preuve aussi. J'aimerais que vous nous parliez de ça parce qu'on sent que il y a une influence aussi, au-delà de littéraire, une influence culturelle et avec du cinéma, avec des scènes. Vous êtes peut-être fan, moi j'y ai vu un petit peu de peut-être de Fellini, peut-être même de néo-réalisme, je ne sais pas, mais il y a quand Oui, même une immense grande force visuelle et peut-être qu'il y a des influences qui vous ont aussi marqué pour lier les deux arts. oui, Mais oui, je trouve que le cinéma est aussi une matière forte, un septième art oui. extrêmement fort dans votre œuvre. J'ai beaucoup appris. Je suis un fan du cinéma, mais amateur. Dans les années, quand je suis arrivé en Suisse, déjà à 16, 17 ans, j'allais dans les cinémas. Il y a beaucoup à Zurich. Et un des premiers films que j'ai vu qui m'a entré sous la peau, il s'appelle Paysage C'est un film de Théo Angelopoulos, un grec, un grand grec. Et ces films sont lents et tout ça. Ils me plaisent pas tous. Mais celui-là, c'est Paysage. Comment ça se fait quand il y a de la nebel, quand on voit pas? C'est le brouillard. Paysage dans le brouillard. C'était une histoire d'une fillette avec son euh, brother, son, comment ça se dit, Mon frère. brother, qui vont chercher le père qui travaille en Germania, en Allemagne. Et il part de la Grèce tout seul pour les autoroutes dans le train pour trouver leur père. Et il raconte pas ça seulement réaliste et minimaliste. Non, il a dans une manière très poétique. C'est le premier film qui m'a influencé beaucoup. Et puis, bien sûr, c'est venu Fellini, un des plus grands pour moi. C'est venu euh, le, comment ça s'appelle, du Bosnie, euh, le temps des Ziganes. Euh, Je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai pas. oui, 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 oui. Le néoréalisme italien, les Français, la Nouvelle Vague et tout ça. Bien sûr. Et j'ai appris ce que de voir le monde comme une caméra qui décrit un paysage, la- le visage humain, qui se concentre sur un enfant ou son vieillard. C'est la caméra, non, avec laquelle le régisseur euh, me prend par la main et ouvre mon univers. Il décrit son histoire avec la caméra, attire ton attention vers un arbre ou vers un mort ou je sais pas. Alors, je me suis rendu compte qui provoquait chez moi la réaction la plus forte. J'ai appris beaucoup à décrire, à avoir confiance et à bouger dans mon histoire comme une caméra. Par exemple, le commencement du 1er janvier 1900. C'est comme une caméra que je bouge et je vois le fleuve, je vois le bateau, je vois les morts, je vois ce grand-père qui est là. Euh, je m'imagine tout ça et je décris. Ou la vie sur le Danube de Léna. Et là, je voulais seulement dire que, à cause du temps, peut-être qu'il fallait que je lis un peu parce que sinon, les gens vont. Ce sera le deuxième extrait. Et Ah, c'est dimanche soir, on ne sait jamais. vous parliez du temps des gitans de Kusturica, je pense. Kusturica, oui, oui, Si, beaucoup, Martine. beaucoup de films qui m'ont impressionné. Et puis, beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai aussi des régisseurs américains
qui m'ont impressionné beaucoup. Paul Thomas Anderson, qui a fait ce film Magnolia ou There Will Be Blood. Euh, il y a eu American Beauty, qui est un film magnifique. Alors, oui, il y a plutôt des films qui m'ont influencé plus que les livres. Plutôt les films. Très bien. Très bien. C'est intéressant et c'est vrai que c'est extrêmement frappant et visible quand on vous lit et ça donne une dimension supérieure. Eh bien, il est temps de conclure cette rencontre, Cataline, avec ce deuxième extrait que vous allez nous lire en français cette fois-ci. En français, oui, oui, oui. Mais ça va durer un peu plus qu'une minute et demie, hein. Aucun problème. Aucun Ça problème. c'est un peu sadique, dire aux gens 1 minute quand il écrit. Environ 1 minute 30. Ok. C'est le commencement du deuxième chapitre qui est en Roumanie, dans le Delta. Et c'est avant la naissance d'Elena. C'est avant la naissance d'Elena. Et c'est comme ça. Le ventre d'une femme grosse appartient à Dieu ou au diable. Ça, les femmes des pêcheurs de l'embouchure du Danube le savaient très bien. 9 mois durant, elle espérait et elle avait peur en même temps. Dieu avait un meilleur jeu, mais le diable avait quelques atouts aussi, car si vigilante qu'on fût, on commettait toujours des erreurs. Et c'est là-dessous que tablait Nekurato, l'impur, comme on appelait ici le diable. Une femme grosse qui soufflait sur les brasses du poêle aurait un accès de fièvre et perdrait l'enfant. Si elle passait le fil de sa laine derrière sa nuque, le nouveau-né s'étranglerait avec le cordon ombilical. Pour se protéger, la femme avait toujours sur elle un papier avec les noms de Nekuratul. Avizucha, Abaroka, Ogarda, Nesuka, Muha, Aspra, Hlukika, Sarda, Vinita, Zoita, Ilinka, Merana, Feroca, Fumaria, Nazara, Hlubik, Nesatora, Genzia, Shamka. Entre ciel et terre, entre ciel et eau, presque tout était fixé d'avance, mais la situation des humains n'était jamais désespérée. Ça aussi, Léni le savait quand, à l'été 1919, elle s'aperçut qu'elle était enceinte pour la quatrième fois. Elle avait perdu 2 enfants à la naissance et un troisième peu après. Les femmes du village d'Ouzlina l'évitaient et leur auraient porté la guigne et la stérilité. Depuis longtemps, personne ne leur avait rendu visite à elle et à son mari, mais ça ne l'éteignait pas, ou en tout cas moins que lui, qui était obligé de boire tout seul à la taverne. Personne ne voulait sortir pêcher avec lui dans le delta. L'échec de sa femme dans ses efforts pour donner la vie restait collé à lui. Elle se réjouissait donc de lui annoncer la nouvelle. Elle le trouva en train de ravauder ses filets au bord de l'eau trouble, mais il se contenta de grommeler sans lever les yeux. Celui-là aussi, tu le perdras, autant que j'aille acheter tout de suite le bois pour le cercueil. Pourtant, elle le sentait. Cette fois, ce serait différent. Soucieuse de tout faire dans les règles, elle envoya Vania, un bon jeune homme un peu bizarre, quérir la vieille. Celle-ci habitait le village de Krishan au bord du bras d'Ossulina, le bras méridien du Danube. Vania était un robuste jeune homme blond de haute taille qui avait surgi de nulle part quelques années plus tôt. On pensait qu'il allait disparaître aussi vite, mais ils étaient restés. On se connaît son prénom que on ne connaît son prénom que parce qu'il commentait aussi tout ce qu'il faisait. Vania va pêcher le carpe avec les boulettes de maïs, disait-il. Tout le monde savait qu'on ne prenait pas les carpes avec du maïs. Ou Vania va se laisser porter sur le lac Ouzlina. Ou Vania va regarder le héron centré se tenir sur un patte. Là, chacun savait que ça pouvait durer très, très longtemps.
quand Lenny, une petite femme rablée qui avait du caractère, lui appelait et lui eut expliqué sa mission, il se borna à dire, bon, alors, il faut que Vanya se mette en route. À la fin de l'été, les eaux des étangs, des mares et des lacs s'étaient écoulés depuis longtemps. Le delta se desséchait, exsangue, épuisé, attendant les œufs bénis du printemps, ou quelques orages violents qui sortiraient plantes et bêtes de leur léthargie. Vanya devait veiller à ne pas laisser le bateau s'enlisser dans la vase ou dans les fourrés, mais il y parvint. Quelques heures plus tard, la vieille était dans la massure du pêcheur et de sa femme. OK, merci. Merci, Cataline. Merci pour cette rencontre, pour vos mots, pour votre justesse et pour ce roman que je remontre, L'homme qui apporte le bonheur aux éditions des Syrtes et qui est traduit de l'allemand par Elisabeth Land. Merci, Merveilleusement traduit. merveilleusement traduit, en effet. Alors justement, dernière question par rapport à ça, est-ce que comment dire, participé à cette Influencé, traduction pris ou pas? d'influence. Non, non, en français, non. Je ne suis pas bilingue, cher Anthony, malheureusement. Je ne suis Sincèrement, on pas bilingue. dirait. Comme vous avez dit, je ne le suis pas. Non, alors, même en roumain, je ne lis plus. Ça a été une école de confiance, d'apprendre la confiance en autre, de ne pas contrôler tout. En roumain, je lisais les premiers livres quand elles étaient traduites. Et- mais depuis des années, je ne le fais plus. Je, je fais cadeau mon livre aux autres. Mais c'est facile de le dire parce que j'ai une merveilleuse traductrice en roumain aussi. J'ai toute la confiance. C'est pour cela. Très bien, parfait. Merci. Merci, Cataline. Merci, Gabriel Au revoir à Cotier tous et à tout, et hein. Olympia Verger. Je ne sais pas combien vous êtes. Si vous avez mangé déjà, moi, il faut que je mange parce que j'ai Et, très faim. sur- et surtout, on vous souhaite, on sait que la rencontre a été reportée pour cause de santé il y a quelques semaines et Oui, on remercie vraiment Cataline oui, merci. Mais je ne suis d'avoir pas fait le encore sain. Vous savez où je me trouve maintenant? Ma chaise, ma chaise comment dire, je suis dans une chaise, comment ça s'appelle, qui roulante. roulante encore pendant des semaines, je pense. J'ai eu un accident et je vis dans un hôtel. Je ne peux pas aller chez moi, je ne peux pas entrer chez moi. C'est la deuxième fois dans 4 années que je vis dans un hôtel. Alors, c'est un très beau hôtel. Je suis ici depuis 10 années. Ils me connaissent parce que cet hôtel a une bibliothèque avec 33 000 livres. C'est un café. Comme chez C'est moi. une, c'est une vieille fabrique de bière à Zurich qui était couverte de livres. Ils ont fait un hôtel. Et je viens ici depuis 10 ans et ils me connaissent. Alors, quand je suis tombé, maintenant, je suis tombé il y a 4 ans, 2 fois dans la même année, une grande tragédie. Alors, on a su qu'il fallait venir ici parce que je ne suis pas autonome à la maison pour le temps qu'il le faut. Et je suis ici dans cet hôtel. Comment dire? Maintenant, au moins, moi, je sais pourquoi je ne gagne pas beaucoup d'argent avec la littérature, parce qu'il faut que je paye mes notes dans les hôtels où je suis. Ça coûte beaucoup, 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 mais c'est mon endroit préféré à Zurich, disons. 33 000 livres Eh bien, autour de. on vous souhaite vraiment le meilleur et on aurait Oui, vraiment raté super un beau hôtel. moment si on n'avait pas eu ce report de rencontre. Donc, merci Merci. d'avoir honoré cette rencontre. Merci infiniment Au revoir à toutes et à tous. Merci, Et Cataline. ne lisez pas la page quatrième, hein. C'est Lisez, ça, c'est bon. lisez la langue. Et vous avez en fait, c'est en effet très juste. Vous avez raison que c'est la langue et on devrait tous faire ça. On devrait tous lire en effet les premières pages d'un livre. Vous avez Et tout à merci fait raison. Anthony, c'était merveilleux, hein? J'ai Merci. parlé mieux mon français parce que c'était vous, c'était très fluide. Vous m'avez aidé. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous, Cataline. Et bravo Au encore revoir. pour ce français admirable. Merci. Au Au revoir. revoir tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir.